En 1314, un homme brûlait vif sur une île de la Seine. Les flammes montaient lentement, trop lentement. Et dans cette agonie, il prononça 2 noms, celui du pape, celui du roi. 33 jours plus tard, le pape était mort. Quelques mois après, le roi aussi. L'histoire appelle ça une coïncidence. Mais pendant 500 ans, les gens ordinaires ont appelé ça autrement. Ils ont appelé ça une malédiction. Et ce qui est terrifiant dans cette histoire, ce n'est pas la malédiction, c'est ce qui l'a précédée. Parce que les hommes qui ont allumé ce feu ne pensaient pas mal faire. Jacques de Molay était le dernier grand maître des Templiers, un titre qui sonnait comme une légende, mais qui recouvrait une réalité bien plus concrète et bien plus dérangeante pour ceux qui détenaient le pouvoir. Les Templiers n'étaient pas simplement des guerriers d'élite formés au combat dans les sables de Terre Sainte. Ils étaient quelque chose de bien plus menaçant pour les rois de l'époque. Ils étaient riches, organisés et indépendants. 2 siècles de croisades leur avaient permis de bâtir le premier réseau financier international de l'histoire occidentale. Des lettres de crédit, des dépôts, des transferts d'argent à travers toute l'Europe et le Proche-Orient. Des rois leur devaient de l'argent. Des papes avaient besoin de leur protection. Et Philippe IV de France, dit le Bel, leur devait une fortune qu'il n'avait aucun moyen de rembourser. Alors il choisit une autre solution. Une solution que le pouvoir a toujours connue, à toutes les époques, sous toutes les latitudes. Il décida de détruire ses créanciers. Le vendredi 13 octobre 1307, avant l'aube, des ordres d'arrestation furent exécutés simultanément dans tout le royaume. Des centaines de chevaliers furent tirés de leur sommeil, enchaînés, jetés dans des cachots. Jacques de Molay lui-même fut arrêté ce matin-là. L'accusation était soigneusement construite. Hérésie, adoration de démons, profanation de la croix. Chacun de ces chefs d'accusation correspondait, dans la société médiévale, à une mort certaine. Il n'existait aucune preuve. Mais il existait la torture. Et la torture, appliquée avec méthode pendant des années, finit toujours par produire les aveux que l'on cherche. 7 années d'interrogatoire. 7 années durant lesquelles des hommes brisés confirmaient des crimes qu'ils n'avaient pas commis, parce que la douleur rendait le mensonge plus supportable que la vérité. Jacques de Molay finit par avouer. On le crut brisé. On crut que c'était terminé. Mais le 18 mars 1314, sur le parvis de Notre-Dame de Paris, devant des milliers de spectateurs réunis pour assister à la lecture officielle de la sentence, quelque chose d'inattendu se produisit. Un vieil homme épuisé, après 7 ans d'emprisonnement et de supplice, releva la tête. Et d'une voix que les chroniques décriront comme étonnamment claire pour un homme de son état, il parla. Il dit qu'il n'était pas hérétique. Il dit que l'ordre était pur. Il dit qu'il n'avait avoué que sous la contrainte de la douleur et de la peur. Ce fut une seule phrase. Cette phrase changea tout. Dans la jurisprudence de l'époque, un condamné qui revenait sur ses aveux devenait automatiquement un relapse. Et un relapse, c'était le bûcher. Sans appel, sans délai. On construisit le bûcher le soir même, sur une petite île au bout de l'île de la Cité. Le droit canonique interdisait aux clercs de verser le sang. Alors on brûlait. Pas de lame, pas de sang. Seulement le feu. C'était propre, théologiquement parlant. C'était une façon d'effacer un homme au nom de Dieu sans en avoir les mains rouges. Quand les flammes sont rapides et suffisamment hautes, la mort par asphyxie et intoxication au monoxyde de carbone peut survenir en 10 à 15 minutes. Mais ce soir-là, le bois n'était pas assez sec. Le vent n'aidait pas. Le feu fut lent. Les chroniques rapportent que Jacques de Molay resta conscient très longtemps. Et que dans cet état, il cria les 2 noms que l'histoire a retenus. Le pape Clément V, le roi Philippe le Bel. 33 jours plus tard, le pape mourait. Avant la fin de l'année, le roi aussi. Mais ce qui doit nous arrêter dans cette histoire, ce n'est pas la coïncidence troublante de ces morts. C'est la question que personne ne pose vraiment. Qui était l'homme qui a mis le feu ce soir-là? Qu'a-t-il pensé en rentrant chez lui? A-t-il dormi? Vraisemblablement oui, parce que cet homme ne se considérait pas comme un bourreau au sens moral du terme. Il avait un mandat, il avait une loi, il avait une foi. Et ces 3 choses combinées suffisaient à rendre n'importe quel acte non seulement supportable, mais juste. En 1431, une jeune fille de 19 ans fut brûlée à Rouen. Jeanne d'Arc avait mené des armées, renversé des sièges, fait sacrer un roi. Elle fut jugée par un tribunal contrôlé par les Anglais, condamnée comme sorcière et hérétique. La place était pleine. Des milliers de personnes regardèrent. Certains pleurèrent, dit-on, mais pas ce jour-là. Ce jour-là, personne ne bougea.
En 1600, à Rome, sur la place Campo de Fiori, le philosophe Giordano Bruno fut conduit au bûcher pour avoir soutenu que l'univers était infini, que le soleil n'en était pas le centre unique, que d'autres mondes pouvaient exister. Avant qu'on allume les flammes, les exécuteurs lui enfoncèrent un bâillon métallique dans la bouche, pour qu'il ne puisse pas parler à la foule une dernière fois. Il disparut dans le silence des flammes. 200 ans plus tard, la science lui donna entièrement raison. Le bûcher n'était pas une punition, c'était un rituel, un message adressé à la foule, une démonstration de là où résidait le pouvoir. Le feu servait à montrer ce qui arrivait à ceux qui le contestaient. Dieu le sanctifiait, la loi l'organisait, et la foule, en regardant, intégrait la leçon. Ce dispositif fonctionna pendant des siècles parce qu'il répondait à un besoin fondamental du pouvoir, rendre la transgression visible et sa punition encore plus visible. Mais parfois, le feu ne suffisait pas. Il s'éteignait trop vite. Il ne laissait pas assez de traces. Alors le pouvoir chercha d'autres moyens. Des moyens qui durent plus longtemps, des moyens qui puissent être vus par davantage de gens, des moyens qui transforment un corps en message. Le 23 août 1305, William Wallace ne marcha pas vers le lieu de son exécution. On le fit traîner à travers les rues de Londres, attaché à un cheval, son corps râpant les pavés sous les regards des habitants massés sur les côtés. Ce n'était pas encore l'exécution, c'était le début. La peine pour trahison en Angleterre médiévale était précisément codifiée dans la loi, et cette codification est, en elle-même, un document extraordinaire sur la façon dont le pouvoir pense. Le condamné devait d'abord être traîné, ensuite pendu, mais pas jusqu'à la mort, jusqu'à ce que la conscience commence à s'effacer, puis décroché vivant, puis éviscéré vivant, ses entrailles brûlées devant ses yeux encore ouverts, puis décapité, puis coupé en 4 quartiers, envoyé aux 4 coins du royaume. Wallace était un chevalier écossais qui avait vaincu les armées d'Édouard Ier à la bataille du pont de Stirling en 1297. Il avait tenu tête à l'empire le plus puissant des îles britanniques, il fut trahi en 1305. Et Édouard décida personnellement de ce qui lui arriverait. Ce jour-là, à Smithfield, chaque étape de la peine fut exécutée. Les chroniques indiquent que Wallace resta conscient durant une grande partie du processus. Sa tête fut exposée sur le London Bridge. Ses bras et ses jambes furent envoyés à Newcastle, Berwick, Perth et Stirling. Son corps dispersé à travers l'Écosse qu'il avait tenté de libérer. Ce n'était pas une punition, c'était une cartographie. Le pouvoir dessinait ses frontières avec des membres humains. Et cette méthode d'exécution resta dans les textes officiels anglais jusqu'en 1870. De Wallace à 1870, 565 ans d'existence légale, en 1605, Guy Fawkes et 13 complices cachèrent 36 tonneaux de poudre sous le Parlement britannique. Leur objectif était de tuer le roi Jacques Ier et la totalité du Parlement en une seule explosion. Si le plan avait fonctionné, c'eût été le plus grand assassinat politique organisé de l'histoire moderne. Une lettre anonyme livra le complot la veille. Fawkes fut arrêté dans la cave, une mèche à la main. Le roi ordonna qu'on lui arrache les noms de ses complices par tous les moyens nécessaires. Fawkes résista plusieurs jours, puis il parla. Sa signature sur les aveux, des jours plus tard, n'était plus qu'un gribouillis illisible. Ses mains avaient été trop endommagées pour tenir correctement une plume. Le 31 janvier 1606, il fut conduit à l'échafaud. Avant que la corde ne lui soit passée au cou, il se jeta du haut de l'estrade, la chute brisa sa nuque. Il mourut avant les étapes suivantes. Mais la loi s'appliqua quand même au cadavre. Son corps fut écartelé, ses restes envoyés aux 4 coins du royaume, parce que la loi ne faisait pas de distinction entre les vivants et les morts. Le 9 mars 1762, à Toulouse, un homme de 63 ans fut amené sur la place principale de la ville à l'aube. Jean Calas était marchand, protestant dans une France catholique du XVIIIe siècle. Son fils avait été retrouvé mort chez lui, vraisemblablement suicidé. Une rumeur courut, le père l'avait tué pour l'empêcher de se convertir au catholicisme. Il n'y avait aucune preuve. Mais la conviction populaire suffit à mettre la justice en mouvement. Le procès fut rapide, la sentence fut la roue. L'exécuteur qui se présenta ce matin-là sur la place était un professionnel. Il savait précisément où frapper pour briser les os sans toucher les artères principales. Il savait comment espacer les coups pour laisser le temps à la douleur de se propager avant le suivant. Il commença par les tibias, puis les fémurs, puis les avant-bras, puis les épaules
Jean Calas criait. Il répétait qu'il n'avait rien fait, qu'il était innocent. L'exécuteur ne répondit pas. Il passa aux membres suivants. Quand tous les os furent brisés, le corps fut introduit dans les rayons de la roue et exposé en hauteur, à l'air libre. Les oiseaux s'approchèrent. Il survécut plusieurs heures dans cet état. 4 ans plus tard, Voltaire s'empara de l'affaire. Il collecta les témoignages, analysa les pièces du dossier, publia son traité sur la tolérance et obtint que la cause soit réexaminée. En 1765, le tribunal royal de France annula officiellement la condamnation de Jean Calas. Il était innocent. Mais Jean Calas était mort depuis 3 ans. Il fallut 3 ans à la justice pour admettre son erreur. Et pendant ces 3 ans, l'homme concerné n'existait plus. Ce décalage entre la vérité et sa reconnaissance officielle est l'une des constantes les plus sombres de l'histoire humaine. À l'été 1462, le sultan ottoman Mehmed II, le conquérant de Constantinople, le vainqueur qui avait mis fin à 1000 ans d'empire byzantin, conduisit une armée de plusieurs dizaines de milliers d'hommes vers le nord en direction de la Valachie. C'était une petite principauté. Le rapport de force était absurde. Mais quand les éclaireurs de Mehmed franchirent la frontière et remontèrent la route principale, ils s'arrêtèrent. De chaque côté de la route, des pieux s'étendaient à perte de vue. Sur chacun d'eux, un homme empalé. 20 000 corps, selon les chroniques, disposés selon un ordre précis. Les soldats sur les pieux bas, les officiers sur des pieux moyens, les commandants sur les plus hauts et sur les pieux les plus élevés, des visages que Mehmed reconnut. Ses propres généraux, capturés lors de campagnes précédentes. Ce n'était pas une exécution, c'était une lettre. Mehmed II regarda longtemps depuis son cheval, puis il fit demi-tour. Le conquérant de Constantinople battit en retraite devant une principauté que ses armées auraient dû écraser en quelques jours. Vlad III de Valachie n'avait pas inventé l'empalement. Les Assyriens le pratiquaient, les Ottomans aussi. Ce que Vlad fit, c'est transformer une méthode de mise à mort en système stratégique. Il fit arrondir les extrémités des pieux pour que la mort ne vienne pas trop vite. Il calculait les angles d'introduction pour contourner les organes vitaux. Un homme empalé selon ces règles précises pouvait survivre des heures, parfois plus d'une journée. La terreur précédait les armées. La Valachie ne pouvait pas gagner une guerre conventionnelle. Alors Vlad en fit une autre, une guerre psychologique. Une guerre où la victoire consistait à rendre l'ennemi incapable de décider rationnellement d'avancer. La retraite de Mehmed en 1462 fut sa preuve que cela fonctionnait. Des siècles plus tard, un écrivain irlandais nommé Bram Stoker tomba sur cette histoire et en tira un personnage de fiction. Dracula. Le roman était imaginaire, mais l'homme qui l'inspira est dans les archives, avec des chiffres précis et des témoignages de contemporains qui avaient vu les forêts de pieux de leurs propres yeux. En août 1171, sur l'île de Chypre, dans la forteresse de Famagouste, le commandant vénitien Marco Antonio Bragadin tint 11 mois face aux armées ottomanes. Il avait commencé avec 7000 hommes. À la fin, il lui en restait moins de 500. Épuisé, mal nourri, à court de tout. Il négocia une capitulation avec le commandant ottoman Lala Mustafa Pacha. Les conditions étaient claires et signées. Les soldats survivants pourraient partir librement. Bragadin et ses officiers auraient la vie sauve et leur liberté garantie. 3 jours après la signature, Bragadin se rendit dans le camp ottoman pour la remise officielle des documents, sans armes, en confiance. La rencontre commença normalement. Puis le ton changea. Mustafa accusa Bragadin d'avoir fait exécuter des prisonniers ottomans avant la capitulation. Bragadin répondit que c'était la guerre et que l'accord couvrait le passé. Mustafa secoua lentement la tête. Les membres de la délégation vénitienne furent tués sur place. Bragadin fut enchaîné. Pendant 2 semaines, il fut amené chaque jour devant Mustafa. Il devait porter des charges lourdes en marchant autour des remparts. On lui coupa les oreilles, on lui coupa le nez, on soigna ses blessures pour qu'il survive, pour qu'il revienne le lendemain. Le 17 août 1571, il fut attaché à un poteau sur la place centrale de Famagouste. L'exécuteur commença par le visage, descendit vers le cou, puis la poitrine, les bras. La peau fut retirée couche après couche. Les chroniques rapportent que Bragadin récita des psaumes pendant ce temps. Il est impossible de vérifier si c'est vrai. Mais le fait que cette version ait survécu pendant 450 ans dit quelque chose sur ce que les hommes ont besoin de croire dans les moments extrêmes, que la dignité peut résister à ce que le pouvoir inflige au corps.
La peau fut ensuite bourrée de paille, recousue à la forme humaine, attachée à une proue de navire et promenée dans le port, puis envoyée à Constantinople comme trophée au sultan. En 1596, les fils de Bragadin s'infiltrèrent dans la ville et la récupérèrent. Ils la ramenèrent à Venise. Elle est encore conservée aujourd'hui dans la basilique des Saints Giovanni et Paolo, la peau d'un homme. Depuis 450 ans, ce que ces histoires ont en commun n'est pas la violence. La violence n'est que la surface. Ce qu'elles ont en commun, c'est ceci. Aucun des hommes qui ont ordonné ces actes, aucun de ceux qui les ont exécutés, ne se considérait comme un monstre. Le lendemain matin, il reprit son travail. L'exécuteur qui brisa les os de Jean Calas, Os Parot, alla dîner après. Le bourreau qui écartela William Wallace par quartier ne souffrit d'aucun trouble apparent. Mustapha Pacha, après avoir fait écorcher vif Bragadin en violation d'un accord signé, continua ses opérations militaires sans interruption. Aucun d'eux ne se croyait dans l'erreur. Il y avait une loi, il y avait un ordre, il y avait une conviction. Ces trois choses combinées rendaient n'importe quoi non seulement possible, mais nécessaire. C'est ça, le vrai enseignement de ces archives. Pas les instruments, pas les techniques, pas la liste des supplices. C'est le fait que les pires atrocités de l'histoire n'ont pas été commises par des individus qui se savaient mauvais. Elles ont été commises par des gens ordinaires qui étaient certains d'être du bon côté. Des gens qui avaient reçu des ordres légitimes, des gens qui défendaient une croyance sincère, des gens qui pensaient maintenir un ordre nécessaire. Le feu s'éteint, la roue s'arrête, le pieu pourrit. Mais la logique qui les a mises en mouvement, elle, ne disparaît pas avec les outils, elle change de forme, elle trouve de nouveaux instruments, elle se glisse dans de nouveaux systèmes. Et elle continue, portée par des gens qui se lèvent chaque matin en étant convaincus qu'ils font ce qu'il faut. Reconnaître cette logique quand elle réapparaît sous n'importe quelle forme, dans n'importe quelle époque, c'est la seule raison valable de lire l'histoire.